Ok, bonsoir à toutes. Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, je vous entends. Bon, parfait. Il y a au moins une personne qui nous entend et je vois des pouces qui se lèvent. Ouais. Donc, bonsoir à tous. Donc, ce soir, ce jeudi, nous sommes à Vaugneray, dans le cadre des traditionnelles présences communales mobiles. Donc, comme vous le savez, tous les jeudis, donc, je suis dans une commune différente de la circonscription. Et donc, ce soir, je suis avec Daniel Julien, donc le maire de Vaugneray et une partie des élus du conseil municipal et même Daniel Malos, qui est président de la communauté de communes notamment. Alors j'en profite pour accueillir les personnes qui arrivent. Je vois que Raymond Mazura, par exemple, arrive. Et donc voilà, je vous salue et je ne suis pas plus long. Et Daniel, je te propose de te laisser la parole peut-être pour te présenter et puis présenter la commune de Vaugneray, parce qu'il y a peut-être des Valnégriens et également des gens d'autres communes. Oui, bien, merci Thomas. Tout d'abord, merci d'organiser ce type de réunion. Tout l'après-midi passé sur notre commune, ça nous permet de te la faire connaître si déjà tu la connais. En fait, déjà tu la connaissais, mais ça permet d'affiner un peu ta connaissance et puis ça nous permet d'exprimer aussi nos besoins par rapport à la politique nationale. Si je présente rapidement la commune, donc Vaugneray est une commune de 2500 hectares qui a aujourd'hui 6000 habitants, 6004 habitants officiellement. Elle est essentiellement encore rurale, hein, malgré ses 6000 habitants, puisqu'elle comporte 31 exploitations agricoles encore. Ouais. Ou seulement, puisqu'elle a sa tendance à remonter en nombre. Et puis, le principal employeur de la commune est la clinique que vous avez visitée tout à l'heure, qui est un employeur qui occupe plus de 300 personnes, donc ça n'est pas négligeable. Et c'est un établissement qui est bien connu sur tout l'ouest lyonnais, qui est pour moitié en accueil psychiatrique et pour l'autre moitié en accueil de personnes âgées. Voilà. Ensuite, la commune a un grand nombre d'entreprises, de petites entreprises. Hein. Le nombre total d'entrepreneurs, hein, si on compte les agriculteurs, les commerçants, etc., on est à 410, 420 entreprises. Seulement sur ce nombre-là, il y a des entreprises qui sont des auto-entrepreneurs, par exemple, etc. Donc, on a des zones d'activité qui sont là aussi quand même pour permettre un développement d'entreprises un peu plus important. Et donc, la commune de Vaugneray fait partie de la communauté de communes des Vallons du Lyonnais et du canton de Vaugneray. Donc, communauté de communes qui a 9 communes. 8. Ouais, bah oui, 8 communes, mais par contre, le nom du magazine est resté quoi de 9 voilà, et d'ailleurs, je crois qu'on a avec nous Raymond Mazura qui est connecté, je l'ai vu passer, qui est l'ancien maire de la commune, avec qui vous avez de Salon-en-Doix, avec qui vous avez fusionné. Bon, merci pour cette présentation et puis surtout merci pour l'accueil qui a été réservé aujourd'hui, et notamment au travers de Daniel et Béatrice. On a fait un tour de la commune vraiment très intéressant, et notamment avec un focus sur la clinique de Vaugneray et l'EHPAD des Émeraudes, qui ont deux fonctionnements, on va dire, assez particuliers, avec des associations, on va dire, qui s'en occupent, ce qui leur laisse finalement beaucoup d'autonomie de gestion et de capacité finalement à bien s'implanter dans l'environnement local. Ça, c'est quand même intéressant. Je suppose pour une commune ou pour un territoire d'avoir des décideurs sur place par rapport à d'autres services publics, parfois où les centres de décision ne sont pas forcément sur le territoire. Alors, ce que je vous propose, c'est de ne pas être plus long sur l'introduction pour directement entamer l'échange. On espère qu'on pourra reprendre prochainement les échanges, on va dire, physiquement, mais voilà, on a encore peut-être quelques semaines, quelques mois où on devra continuer ces échanges. Donc, pour participer, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez vous signaler numériquement au travers du petit chat ou en levant la main au travers de l'application, ou soit vous pouvez prendre la parole s'il y a un temps mort ou quand on vous le propose. Je vois que par exemple Daniel Jones, j'espère que je prononce le mot correctement, souhaite poser une première question. Donc, oui, alors moi j'ai deux questions à poser. alors si Je vous pouvez voudrais savoir, alors, quel est votre... Daniel, si vous pouvez vous présenter peut-être rapidement et ensuite poser votre question. Alors moi j'ai travaillé avec M. Julien aux Émeraudes, donc je connais bien M. Julien. Voilà, donc je suis soignant, je travaille à l'hôpital gériatrique Pierre-Garot et j'ai deux petites questions qui me touchent particulièrement.
je voudrais savoir quel est votre point de vue sur l'état sanitaire de la circonscription, sachant qu'un hôpital manque dans l'ouest lyonnais. Parce que nous, on est complètement sinistrés à l'ouest. Donc, c'est vrai qu'il faut… Eh ben, je voulais vous le demander ce soir parce que ça me tient à cœur et c'est tout. Ouais. Et puis, la deuxième question, je m'excuse, hein, je le prends sur… Oui, Je voudrais savoir quelle est votre vue sur le réseau routier et les nombreux bouchons sur Craponne, Moulins et Tassin. Voilà, c'était les deux seules questions que je voulais parler ce soir avec vous. Ok, ben merci beaucoup de votre intervention. Alors moi, je n'ai pas la prétention d'avoir les réponses tout seul et je pense que Daniel, je vais avoir Oui, non, besoin non, mais moi non plus. Ce soir, c'est simplement pour essayer Ouais. de vous faire de réfléchir à une réflexion, quoi. Non, non, tout à fait. Et on est tout à fait là pour ça. Et le but, c'est vraiment d'avoir à la fois une réponse locale et nationale. Alors, pour répondre à la première question sur l'état sanitaire, sur la circonscription, vous pensez à un soin en particulier ou à l'état sanitaire au sens large L'état sanitaire, parce qu'on est, on est quand même une population un peu plus augmente. Et c'est vrai que pour les gens de Saint-Martin-en-Haut, Avez, etc., descendre à l'hôpital Lyon-Sud, c'est contraignant. Dans 20 ans, l'hôpital Lyon-Sud, il sera complètement saturé, je vous le dis. Hein. Ouais. Nous, il faut ouvrir les yeux, là. Faut ouvrir les yeux. Donc, oui, c'était une réflexion. Ok. C'est pas, je sais que c'est pas évident tout ça, mais c'est une réflexion simplement. Au niveau de l'État, ouais. Non, tout à fait. Alors, je vais essayer de vous répondre. Le premier élément, peut-être, je ne sais pas si je viens de partir par là, c'est que depuis 30 ans, chaque année, on investit un peu plus dans notre santé. Quand vous regardez au niveau national ce qu'on appelle l'ONDAM, donc en gros l'indice d'augmentation des dépenses de santé, il est en augmentation. Et c'est d'ailleurs la seule dépense de l'État où finalement on constate l'augmentation de santé sans voter un budget spécifique et on doit faire on n'a pas besoin de faire des décisions modificatives. D'ailleurs, en 2020, les dépenses de santé ont augmenté sensiblement du fait de la crise sanitaire. On n'a pas dû faire de PLFSS, de projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, puisque dans tous les cas, ces dépenses, elles ne font pas l'objet d'un vote a priori. Le deuxième retour que je voudrais vous faire, c'est que au-delà de cette augmentation, on va dire régulière, on sort là de ce qu'on appelle le Ségur de la santé, qui prévoit à la fois une revalorisation des salaires, on va dire, pour les personnes qui travaillent au sein de l'hôpital public ou dans les cliniques comme ici à Vaugneray, on va dire, qui ont une mission de service public, et qu'au-delà de cette première partie du Ségur de la santé qui a concerné les revalorisations salariales, on va avoir une deuxième partie qui va concerner l'investissement, notamment dans des projets immobiliers. Ensuite, le troisième point, c'est quand on parle finalement d'état sanitaire et d'offres de santé sur le territoire, en fait, on ne peut pas répondre uniquement au travers de l'hôpital public, puisque effectivement, il y a l'hôpital public, il y a les cliniques, il y a les EHPAD, et il y a tout ce qu'on appelle la médecine de ville. Donc, à la fois les médecins généralistes, mais également tous les professionnels de santé, et y compris les pharmaciens, par exemple, participent à l'offre globale de santé sur un territoire. Alors, moi, je n'ai pas d'indicateur extrêmement précis pour vous répondre, mais je constate quand même qu'on a des belles structures hospitalières sur le territoire. Par exemple, ici à Vaugneray, une commune, on va dire, de 6 000 habitants, on a quand même une belle clinique et un bel EHPAD, clinique avec 300 salariés. Oui, oui. Voilà. Oui, Pardon, je peux vous couper. C'est simplement pour, ce serait décentraliser un petit peu l'hôpital, parce que c'est vrai que l'hôpital, c'est un hôpital, c'est des pôles ghettos. En fait, les hospices Lyon, depuis 20 ou 30 ans, ont créé des pôles ghettos, des pôles ghettos. Donc, je voudrais savoir si on pourrait pas… c'est une réflexion que je vous… C'est pas non, mais oui, c'est une réflexion, oui. Ouais. Eh bien, non, la question que vous posez finalement, c'est est-ce qu'on peut mettre moins centraliser finalement l'offre de soins et plus la répartir sur l'ensemble du territoire? Exactement, oui. Ouais, ouais. Je pense que je pense que la réflexion est intéressante. Ensuite, le sujet qu'il faut voir,
c'est qu'il y a une offre de soins aussi qui fait appel de plus en plus à un certain niveau de technicité par rapport à l'appareillage comme à la formation de ceux qui mettent en route ces appareils. Et donc, je pense que, sans faire une réponse de Gascon, il y a besoin d'un certain niveau de concentration pour avoir ce niveau de technicité. Mais effectivement, plus on peut répartir, on va dire, sur le territoire, mieux c'est, mais sans nuire trop à cette technicité et tout en conservant des unités quand même qui sont d'une certaine viabilité. Par exemple, si je prends un EHPAD, je pense que ça a plutôt du sens à partir de 80 lits, 100 lits, parce que dans un EHPAD, vous devez avoir notamment une offre médicale pour s'occuper des résidents. Et donc, pour justifier, j'allais dire, une infirmière ou un médecin, il faut un minimum de personnes. Donc voilà, je n'ai pas de réponse toute faite. Par contre, je peux vous dire simplement que sur le territoire, vous parliez de la circonscription, on a des beaux projets qui se mettent en place, notamment ici, par exemple, des projets de consolidation. Hein. Par exemple, aux Émeraudes, il y a un projet immobilier en cours. Dans les Monts du Lyonnais, vous avez des projets de reconstruction qui sont prévus, et y compris au centre médical de l'Argentière. On parle de dizaines de millions d'euros qui vont être investis dans des structures de santé sur le territoire. Pour terminer, pour ne pas être trop long, je note aussi que les professionnels libéraux se structurent au travers de ce qu'on appelle les CPTS, donc les communautés professionnelles des territoires territoriales de santé. C'est en gros ces libéraux qui essaient entre eux de voir comment ils peuvent davantage se coordonner pour un parcours patient, on va dire, plus fluide. Je ne sais pas si Daniel, tu voulais compléter? Non, tout simplement, je veux dire, ce nom de secteur, ce qui a choqué tout le monde, c'est la fermeture de l'hôpital Antoine Charial, oui, c'est vrai, oui. Voilà, donc qui était idéalement bien placé pour faire un service de proximité. Et on parlait des EHPAD, souvent, je veux dire qu'il y a une urgence en EHPAD, et bien, c'était Charial qui était l'interlocuteur normal. Maintenant, eh bien, il faut aller bien plus loin. Et avec les difficultés de circulation, etc., ça complique la vie aux familles. Et donc, c'est dommage que ça soit… Alors, je ne sais pas qui décide, si c'est les hospices civils ou si c'est l'ARS qui donne son assentiment, mais c'est l'ARS. C'est dommage qu'on ne puisse pas trouver une forme, puisque les cliniques privées le savent faire quand même, savent le faire, d'offrir des services de première nécessité, on va dire, de l'hôpital. Alors, je suis bien d'accord avec toi, quand il y a besoin de technicité importante, il faut que ce soit dans un hôpital important, et puis pour rassembler toutes les connaissances, etc. Mais quand même au milieu d'une population qui doit représenter en gros 100 000 habitants, hein, donc qu'on n'ait pas un hôpital de première intervention, c'est un peu dommage. C'est simplement une réflexion que je vous ai demandé. C'est pas pour porter, mais c'est simplement non, mais c'est bien. En tout cas, la critique. Enfin, en tout cas, moi, je voudrais ajouter 2 remarques pour terminer. La première, c'est que peut-être qu'on a un peu trop éloigné les élus locaux de la gouvernance des hôpitaux publics, avec la transformation en conseil d'administration, en conseil de surveillance. Parce qu'on voit, par exemple, ici à Vaugneray, toute la richesse, on va dire, d'avoir des citoyens ou des élus qui s'engagent dans la gestion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les élus locaux, dans le cas de Charial, je pense, n'ont pas beaucoup de poids. Et le deuxième sujet, mais alors là, c'est mon côté un peu rural. Moi, quand je regarde à l'échelle de l'ensemble de la circonscription, j'ai 2 hôpitaux, on va dire, qui vont être réaménagés dans le sens pas forcément positif, à Charial et à Saint-Giniaval, voilà, avec Henri Gabriel. Et à côté de ça, j'ai des hôpitaux, on va dire, dans la profonde ruralité, qui, pour le coup, vont avoir des moyens conséquents. Le centre médical de l'Argentière, le centre hospitalier des Monts du Lyonnais à Saint-Symphorien-sur-Coise, à Saint-Laurent-de-Chamousset. Et donc, je voudrais faire passer le message que souvent on dit les territoires ruraux sont désertés. Moi, quand je regarde à l'échelle de la circonscription, tout le paquet est mis sur la partie haute. Et ce n'est pas parce que le député est de la ruralité, je pense que c'était un mouvement engagé avant. Et pareil, un autre point de figure, des fois on dit dans les Monts du Lyonnais, on est loin des urgences, etc. Moi, quand je regarde des choses, quand on a une blessure grave dans l'ouest lyonnais ou dans les Monts du Lyonnais, dans l'ouest lyonnais, Brindac, Grégé-la-Varenne par exemple, souvent il y a le SAMU qui est en véhicule. Ça met quand même assez longtemps quand c'est bouchonné d'aller rejoindre l'urgence. Quand il y a un niveau de la même blessure, on va dire, qui se passe à Saint-Martin ou à Saint-Symphorien-sur-Coise, il y a l'hélicoptère qui monte et on est très rapidement pris en charge. Donc ça, c'est un peu pour contrebalancer le fait de dire que dans les territoires ruraux, on est mal traité. Je pense qu'il y a quand même C'était simplement une réflexion pour
pour amener la discussion aussi. Ouais. Oui, non, mais c'est très intéressant. Il y a eu plein de commentaires. Alors, désolé, on n'a pas eu le temps de les lire, qui ont été donnés à l'écrit. Je ne sais pas si la personne, Guy, je ne sais pas si Guy veut parler oralement, ce serait peut-être plus simple que je vois qu'il y a eu des gros commentaires. Guy, Kim, est-ce que vous souhaitez vous exprimer à l'oral? Oui, tout à fait. Vous abordiez le problème de la santé, notamment en termes de Covid. Vous appartenez à la Vous pouvez vous présenter, Guy, s'il vous plaît? Je suis Guillaume Lewezek, j'ai 36 ans, j'habite à Craponne. D'accord. Je suis sur la circonscription et je suis de la France Insoumise. Okay. Et je vous avais interpellé sur la gestion du Covid, donc de la santé dont vous parliez. C'est un fiasco, c'est une catastrophe. Enfin, du début jusqu'à la fin. Des masques qu'il fallait mettre, pas mettre, des vaccins, des blouses qu'il n'y avait pas, des confinements, entre ministres, l'un qui dit oui le jour et le lendemain qui dit autre chose. Comment dire, pour nos soignants, vous parlez de Vaugneray notamment. Je connais aussi l'hôpital de l'Arbrel, où il y a un EHPAD et un service de psychiatrie. Ils sont mal, franchement, ils sont pas bien. Et il y a des arrêts de travail, ils soignent moins bien parce que votre position, vous, de la République en marche, en tant que parlementaire, je trouve que vous laissez trop faire l'exécutif, notamment le Conseil de défense, et vous ne jouez pas assez votre rôle de parlementaire qui est de contrôler l'exécutif. Okay. Voilà ce que j'avais à dire. Et je laisse merci. la parole à d'autres. Non, mais merci pour votre intervention. Alors, bon, vous en faites un sujet, on va dire, politique quasiment partisan. Moi, je peux dire qu'en tant que parlementaire, par rapport au sujet auquel on a été soumis, je m'interroge souvent sur qu'est-ce qui est l'intérêt pour mon pays et je suis à la marge guidé par les positions de tel ou tel groupe politique. Voilà, mais voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc à mon avis, faut pas trop. Enfin, moi, je suis plutôt dans l'approche de pas trop politiser les sujets de manière générale hein, et la santé en particulier. Après, sur la situation, vous me dites grosso modo en tant que député au niveau national, on a mal géré, donc je me tourne vers mon député pour lui demander des comptes. Ça, c'est tout à fait normal et je suis là pour ça, hein, pour entendre ce qui va bien et ce qui va pas bien, pour voir comment on peut corriger les choses. Mais je pense que ce qu'il faut prendre en compte, à mon sens, avec une très grande humilité dans la crise qu'on traverse depuis un an, c'est que déjà d'un point de vue scientifique, nos connaissances ont complètement évolué. Vous voyez, par exemple, par rapport au masque qui a beaucoup fait polémique, on va dire, au début de la crise, le politique, il décide sur la base de ce qu'on lui dit scientifiquement, et la communauté scientifique, y compris l'OMS, au début disait le masque ne sert pas à grand chose, etc. Et donc effectivement, vous pouvez prendre des représentants des politiques, dire un jour le masque ne sert à rien et 2 jours après le masque sert à quelque chose. Et par ailleurs, on avait mal anticipé cette crise. Et je vous avoue que dans le retour politique, il y a non seulement ce que vous disiez les scientifiques, et qu'en plus, vous n'avez pas de masque en stock suffisamment pour les soignants, vous n'allez pas commencer à dire à tout le monde, d'autant plus que le masque est hyper utile, quand déjà, vous n'en avez pas suffisamment pour les soignants. Donc oui, cette crise, on y était mal préparé. Scientifiquement, on n'avait pas forcément toutes les informations, mais par contre, on essaye de gérer le mieux possible au niveau national. Et dernière chose, et ensuite je vois que vous bouillez à l'idée de me répondre, donc je vous laisse la parole juste après, sur la relation, on va dire, du parlementaire à l'exécutif. Effectivement, on est dans il faut savoir que dans notre Constitution, on a l'article 16 qui permet grosso modo de donner tous les pouvoirs au président de la République si toutefois les institutions ne peuvent plus fonctionner. Depuis le début de la crise, on n'a jamais dû recourir à l'article 16, puisque le Parlement, on s'est efforcé à continuer de fonctionner en mode un peu dégradé, en demi-jauge, avec des outils de visio, pour prendre les dispositions exceptionnelles qui ont été prises notamment en 2020, report des élections, soutien économique, restriction de liberté dont on peut discuter. Mais compte tenu de la fulgurance des décisions qui sont à prendre, on a dû nous-mêmes se rendre à l'évidence, le Parlement, qu'on devait parfois être dans des états d'urgence et donner des prérogatives exceptionnelles au pouvoir exécutif, sans non plus tomber dans l'article 16, et tout en conservant notre capacité de contrôle de l'action du gouvernement.
Et effectivement, ça fait l'objet d'une négociation. Par exemple, en début d'année, le gouvernement est venu nous voir en disant « Nous, on aimerait bien être en état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre. » Nous, on leur a dit « C'est pas possible, ça sera 31 juin maximum. » Et donc, dans les prochaines semaines, on va devoir échanger pour voir si on continue cet état d'urgence ou si, au contraire, on dit qu'il est temps d'y mettre fin. Voilà, donc en tout cas, on essaye de jouer notre rôle, le Parlement, mais notre rôle, c'est aussi parfois de reconnaître que la fulgurance des décisions qui sont à prendre ne permettent pas toujours de nous associer très finement aux décisions. Je ne sais pas si Guy, si vous souhaitez répondre. D'accord. Donc, tout à fait, vous avez raison sur le fait de ne pas recourir à l'article 16. Mais toutefois, nous sommes dans un état d'urgence qui avait avec les attentats terroristes islamistes depuis un petit moment. Ça commence à faire longtemps l'état d'urgence, en fait, je trouve. Et l'état d'urgence, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour durer. D'ailleurs, il y avait l'état d'urgence sécuritaire, sanitaire, ça n'existait pas. Pour information concernant l'état d'urgence sécuritaire, suite aux attentats du Bataclan de 2015, quand on arrivait en 2007, ça faisait déjà plusieurs années qu'il était, il y a eu en début de mandat, alors, si je vous dis ça, le courage, alors c'est peut-être un peu trop, mais on a quand même souhaité mettre fin à cet état d'urgence, sachant qu'avec les opérations Vigipirate renforcées, sachant que quand vous êtes aux responsabilités et que vous mettez fin à l'état d'urgence, vous avez toujours la crainte que le lendemain de la fin de l'état d'urgence, il y a un nouvel attentat qui arrive. Et dans ce cas-là, tout le monde vous tombe à bras raccourcis en disant vous êtes irresponsable, vous avez mis fin à l'état d'urgence et à cause de vous, un nouvel attentat est arrivé. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça demande aussi une certaine forme de courage et de responsabilité de mettre fin à ces procédures d'état d'urgence qui sont quand même assez pratiques sur le plan réglementaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en tout cas, sur le plan sécuritaire, ça a été une préoccupation dès le début du mandat d'y mettre fin. Et je peux vous dire que dès qu'on pourra mettre fin à l'état d'urgence sanitaire qui donne au gouvernement la possibilité de prendre seul de nombreuses mesures privatives de liberté, on le fera. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce temps-là ne semble pas encore tout à fait venu. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Alors oui, il y a beaucoup de questions. Par rapport aux routes, Daniel. Ah oui, par rapport aux routes. Pardon, je n'ai pas répondu à Daniel. Par rapport... Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Non. Daniel, peut-être que je passe davantage la parole à Daniel. Politique. Je suis pas quelqu'un de politique, donc j'attendrai l'instant pour. C'est très bien de faire la politique, c'est décider des choses qui nous concernent tous. Le côté, c'est de ne pas être trop partisan, c'est-à-dire, c'est mon avis personnel, c'est-à-dire de ne pas dire parce que j'ai telle casquette, je suis influencé. Et même Guy, je trouve finalement, vous avez commencé avec une touche très partisane, mais finalement, on arrive à discuter et c'est très bien. Ah bah oui. Oui, sur l'état des routes. Oui. Daniel, tu veux répondre? Sur l'état des routes, donc on connaît tous la difficulté de l'Ouest lyonnais. Hein, donc c'est vrai que c'est bien de mettre le sujet sur la table, si on peut dire. Après, les solutions, on mise beaucoup quand même sur des alternatives à la route tout voiture, on va dire, hein, puisque l'établissement public qui est en train de se créer sur le département va permettre de regrouper quand même toutes les forces pour parler des déplacements en général. Donc, ça passera, j'espère, et on espère tous, hein, par un développement du transport en commun, mais aussi par des dispositifs qui sont peut-être plus simples que le transport en commun sur certaines destinations, comme le covoiturage, mais sous différentes formes, et puis le développement des modes actifs qui font que, bien on le voit tous, hein, les vélos prennent beaucoup d'importance, et notamment avec le vélo assistance électrique. Donc, c'est des choses qui viennent un peu décharger la voirie d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que la réflexion est aussi sur l'établissement de voies spécifiques pour ces vélos, de façon à ce qu'ils puissent circuler en toute sécurité. On le voit, hein, ces jours-ci, là je remonte de Lyon, j'ai remonté de Lyon en 40 minutes à 6 heures du soir. C'est un jeudi soir, je trouve que c'est exceptionnel par rapport à ce qu'on a pu connaître à une époque. Ça veut dire qu'il y a quand même le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent en télétravail, ça fait moins de monde sur les routes. Et puis, donc, il y a ça aussi qui peut se développer parce que
les bouchons ne sont pas une solution en eux. Ouais. En fait, je trouve ce qui est terrible sur ces sujets, c'est que c'est un peu l'offre qui crée la demande. Et plus on fait des routes importantes, et plus ça incite à des organisations personnelles, que ce soit en mode de travail, en lieu d'habitation, qui utilisent ces routes. Et je trouve que c'est ça qui est compliqué, de toujours dimensionner quel est le niveau, on va dire, quelle est la taille du tuyau qui est pertinente, pour pas non plus encourager beaucoup de pendulaires et beaucoup d'usage de la route, quoi. Voilà. Après, on a des dispositions qui font qu'on oblige en quelque sorte les communes à grossir par l'obligation de créer des logements sociaux en grand nombre. Et donc, forcément, en augmentant le nombre d'habitants sur nos communes de l'Ouest, on augmente la difficulté de circulation sans forcément avoir des solutions qui grossissent en même temps que la population. Alors, dernier point, Daniel, pour bien vous répondre, sachez qu'il y a des documents d'orientation, notamment les SCOT, qui prévoient à horizon 10-20 ans la croissance démographique et également le nombre d'emplois à créer en fonction, pour essayer de planifier et faire en sorte qu'on arrive à vivre et travailler au même endroit et éviter trop les déplacements pendulaires. Donc ça, c'est au cœur de la réflexion des élus locaux dans leur programmation. Alors, pour changer de sujet… Oui, bonsoir. Oui. Juste un dernier bonsoir à tout le monde. Juste un dernier point sur les routes. Il me semble avoir lu il y a quelques mois en arrière que certains tronçons de route allaient être cédés en concession à des sociétés privées type Vinci, etc. Est-ce que c'est vrai? Mais concession de route nationale, donc. De route nationale, oui, bien sûr. Oui. J'ai pas j'en ai entendu vaguement parler, mais franchement, c'est pas c'est plus dans l'air du temps, à mon sens. Mais c'est un point sur lequel il faut toujours être attentif, parce que c'est vrai que l'État au sens large, élus et services, ont parfois tendance à se dire si on confie la gestion d'une route à un autre, ça nous fait des charges en moins, mais au final, il y a toujours quelqu'un qui paye, et si ça ne se paye pas au travers des finances publiques, ça se paye au travers des péages. Donc moi, je n'ai pas en tête de connaissances précises, mais je sais qu'il faut être toujours attentif à ce genre de sujet. Surtout pour des tronçons de route qui ont déjà été payés par le contribuable depuis des dizaines d'années, par moi-même, par mes parents, par vos parents, etc. Déjà. Tout à fait. Alors, en tout cas, merci. Donc, je n'ai pas la réponse, mais Okay. Voilà. Sinon, pour prendre une autre question, je prends dans l'ordre. Il y avait une question concernant l'organisation de la vaccination sur la CCVL. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question peut la poser oralement. Oui, je peux la poser oralement. Je me présente, je suis Fabien Ahuron, j'habite à Sainte-Consorce, je travaille à Marcy. Et du coup, j'avais vu dans les échanges de mails qu'il y avait une organisation particulière qui allait être mise en place pour la vaccination au sein de la CCVL. Je voulais savoir quelles étaient les modalités. Et notamment, alors j'ai 51 ans, je n'ai pas de cause de comorbidité. Donc, si j'ai compris le calendrier vaccinal, je serai accessible à la vaccination à partir de mi-mai. Je voulais savoir comment se passaient les fins de journée dans ces centres de vaccination pour ne pas perdre une seule dose de vaccin et s'il était possible d'avoir des sortes de listes d'attente. Enfin, voilà, comment ça allait être organisé globalement. Alors, ça tombe bien parce qu'on a le président de la CCVL, donc je pense qu'on peut répondre à deux voix. La première voie sur l'organisation nationale, la consigne est donnée à la fois aux centres de vaccination et aux médecins généralistes d'utiliser le plus possible leur flacon, notamment sur certains vaccins qui permettent de faire 10 doses. En fait, on peut en faire 11. Et donc, quand toutefois ils ont des désistements ou autres, ils ont la capacité d'appeler des gens. Par exemple, je connais plusieurs personnes ici qui se sont fait appeler un peu en dernière minute en disant « Viens vite, il me reste des doses ». Donc ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, le deuxième point de votre question, c'est sur l'organisation territoriale des centres de vaccination ou autres. Donc, je ne sais pas quel Daniel veut répondre, parce qu'on a la chance d'avoir Daniel Malos, président de la CCVL. Si tu parles bien fort, Daniel. Ah, ou alors, ouais, et puis ça va faire tout un Larsen. Donc, on va appeler Daniel… J'essayais d'activer mon micro, mais visiblement ça ne fonctionne pas. Ouais. On ne vous entend pas très bien. Ouais, faut que tu peux venir parler par ici, Daniel. Il n'y a pas de touche de son ici. Non, parce que tu sais, ça va faire Larsen si on… Ou alors, juste temporairement. D'ailleurs, comme vous connaissez des gens qui se font appeler pour finir la 11e dose ou la 10e dose, s'il y a un moyen de se faire appeler, je suis preneur. Ouais. Alors, je ne sais pas sur quelle base les médecins, je pense qu'ils… Ouais, à mon avis, il faut le signaler à votre médecin traitant.
Donc, pour ce qui est de l'organisation générale, effectivement, vous l'avez dit, un centre de vaccination devrait ouvrir le 12 avril après-midi dans la salle de spectacle L'Intervalle, qui est située rue du Stade à Vaugneray, à proximité des locaux de la communauté de communes, donc qui est effectivement porté par l'intercommunalité avec les soignants du territoire, les professionnels de santé du territoire, qui devraient être ouverts 6 jours sur 7, tout au moins dans un premier temps. Et sur les inscriptions se feront à partir de Doctolib, comme c'est le cas dans tous les centres de vaccination. Et pour répondre à votre question des fins de journée, c'est effectivement une question qui sera traitée, pour laquelle on est en train de travailler à l'organisation, qui est celle qui vient d'être évoquée, c'est-à-dire la constitution de liste, effectivement, pour les doses restantes. En revanche, bien entendu, il y aura une priorité aux tranches d'âge qui sont susceptibles d'être vaccinées. Mais du coup, cette accessibilité à cette liste d'attente se fait également par Doctolib ou se fait autrement, et si c'est autrement, comment? Eh bien, elle le sera sans doute par l'intermédiaire des CCAS des communes, mais en tout cas, il est trop tôt pour les envisager aujourd'hui, puisque le planning d'inscription de la vaccination classique dans la journée n'est pas encore ouvert à ce jour. Mais on trouvera sans doute les relais à l'échelon communal pour constituer des listes et appeler les personnes en fin de journée quand des doses resteront disponibles. Et du coup, en parlant de doses, vous avez une visibilité sur les livraisons de doses, les quantités? Parce qu'en fait, au niveau national, moi, je ne trouve aucune info. On sait ce qu'on a vacciné. Globalement, on sait à peu près ce qu'on a en stock, mais ce n'est pas clair. Et aujourd'hui, à date, et ce qui va arriver dans les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, etc. Est-ce qu'il y a quelque part l'information, et au niveau territorial également? Est-ce que vous avez des choses là-dessus? Nous, aujourd'hui, on nous donne, on nous propose 630 doses hebdomadaires, sachant que on l'a vu dans les centres qui ont déjà ouvert. On a aussi eu des irrégularités dans la livraison, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui dépend pas des territoires. 630 doses, si on est 100 000. Ouais. Alors, en fait, on va vous afficher, là, on a le tableau au niveau national des nombres de doses attendues par fabricant, Pfizer, AstraZeneca, etc. Si Sylvie y arrive. Bon, ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est qu'il y a aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le gros sujet aujourd'hui, c'est la disponibilité des doses. Attends, tu n'as pas le droit de partager, alors je vais t'autoriser le partage de l'écran. Hop, je ne sais plus comment ça marche, la sécurité. Ouais, vas-y, tu peux. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le gros problème, c'est la question de la disponibilité des doses, que comme vous le savez, celles-ci sont négociées, on va dire, à l'échelle européenne. Et moi, je suis plutôt content que les États européens, entre eux, ne se soient pas livrés à une guerre des vaccins, quoi. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que la France on serait sorti gagnant, parce que malheureusement, on n'a pas su développer notre propre solution à ce jour. En tout cas, elle va arriver un peu plus tard. Donc, bien entendu, les Anglais font bande à part et ils en profitent au maximum, mais il y a une solidarité européenne à ce sujet-là. Là, vous avez l'affichage, on va dire, du nombre de doses. Donc, vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quasiment en avril un doublement du nombre de doses par rapport à mars. En mai, vous aurez à nouveau un doublement, et fin juin, vous aurez à nouveau un doublement. Donc, vous voyez, on va avoir on va passer à un rythme, on va dire, très important. Ce qui fait dire au président de la République qu'à la fin de l'été, tout Français qui le souhaite aura pu être vacciné. Ce qui, à mon sens, est un objectif un peu haut, mais le président, c'est son rôle aussi de fixer à tout le monde un objectif un peu haut, quitte à ce qu'on va dire il déborde de quelques semaines. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Et vous voyez, vous avez la prévision et la livraison réelle, où vous voyez que AstraZeneca n'est pas tout à fait à hauteur de ses engagements. Par contre, d'autres comme Pfizer nous livrent un peu plus que prévu. D'accord. Et du coup, en fait, on voit, alors là, c'est plus une question, c'est plutôt une demande. En fait, on voit que le coût global de cette crise se chiffre en centaines, voire milliers de milliards d'euros, de dollars, etc. On a depuis 20, 30 ans, donc c'est globalement tous les gouvernements confondus, fait en sorte de réduire le... Je ne sais pas si c'est... Je crois qu'on vous a perdu.
Vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous a retrouvé. Donc, en fait, de faire un bilan entre tout ce qu'on a économisé depuis 20 ans au niveau de la santé, de la disponibilité, etc. Parce que si on avait entre nous 25 000 lits de réanimation, on ne serait pas dans cette situation. Entre ce que ça nous coûte aujourd'hui et ce qu'on a économisé depuis 20 ans, de savoir est-ce qu'on avait vraiment intérêt à faire ça, sachant que des crises comme ça, on risque d'en revivre malheureusement dans les années qui viennent. Alors, ça, c'est une bonne question. En fait, la question que vous posez, c'est de dire, quand la nation investit pour la santé, quel est Le retour sur investissement. Quel est le retour sur investissement au-delà de bien soigner tout le monde? Et c'est une question qui est redoutablement compliquée, parce que si on bon, c'est toujours facile après de refaire l'histoire. On pourrait parler d'ailleurs de l'investissement, y compris par exemple pour notre outil de défense, sachant que l'outil de défense, ça met aussi 10 ans, c'est aussi très très long à faire monter en puissance. Si on refait l'histoire, je vous rappelle juste l'épisode Roselyne Bachelot avec le SRAS, il y a même pas 10 ans. Et comment, on va dire, sa réserve en masques et en vaccins a été totalement critiquée, je pense, par beaucoup de monde. Et à l'époque, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de monde pour un peu voler à son secours et de dire que finalement, les réserves stratégiques de masques, le milliard de masques qu'elle avait acheté, des vaccins, était quelque chose d'utile. Donc, vous voyez, quand vous prenez des décisions publiques, et c'est bien normal, vous vous exposez dans tous les cas aux critiques dans tous les sens. Si vous en commandez trop et que malheureusement le drame n'arrive pas, on vous dit vous avez dépensé inutilement de l'argent public. Et si vous ne commandez pas assez parce qu'il y a quelque chose qui est imprévisible, on vous fait le même retour. Et j'allais dire, c'est tout à fait normal que le citoyen s'interroge là-dessus. Après, le point que quand même j'aimerais vous indiquer en complément, c'est que peu importe le nombre de masques ou de lits de réanimation qu'on aurait eu, on aurait quand même subi un choc très violent. Puisque le nombre de lits de réa, on en aurait beau enfin, si on en avait eu le double, on aurait été plus à l'aise, mais quand même, si on avait laissé l'épidémie partir, ils auraient été quand même très rapidement occupés, hein, puisque quand vous regardez la progression virale, des fois, vous prenez juste une semaine de retard dans le confinement et vous avez 2 fois plus de personnes en réanimation, hein, vu la progression exponentielle de l'épidémie. Donc, peut-être ce que je veux vous dire, c'est qu'avoir 2 fois plus de lits, ça nous aurait peut-être permis de… Mais après, je suis d'accord avec vous, je vous coupe, mais c'est juste qu'on a favorisé et fait en sorte d'éviter des morts, et je pense que personne est prêt. On n'aime pas avoir des morts, c'est clair. Après, on est en train d'avoir des personnes en souffrance sur toutes les tranches d'âge, et notamment les jeunes, et je pense aux étudiants. J'ai 2 enfants étudiants, et pour eux, en fait, on est en train de les priver d'une partie de leur jeunesse. Et alors, ça a l'air, on peut se dire, ouais, les jeunes, c'est bon, ils auront toute leur vie pour s'en remettre. Alors, je ne sais pas combien… on vous a à nouveau perdu. Des morts, il y en a toujours eu, il faut peut-être les accepter. Oui. Et voilà. Alors, et après, voilà. Oui, alors effectivement, et peut-être, je pense que la question que vous posez, en fait, finalement, c'est la question à traiter au niveau national. C'est la question par excellence, c'est de dire, nous avons face à nous une épidémie. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme sacrifice d'un côté pour éviter un nombre de morts et de malades par ailleurs, parce qu'effectivement, les mesures qu'on prend ont des conséquences très importantes. Enfin, vous avez cité le nombre de morts, mais on pourrait citer également, enfin, vous avez cité les étudiants, mais on pourrait citer les violences intrafamiliales, on pourrait citer le retard qu'on prend en termes d'éducation, les difficultés économiques que ça génère pour nos entreprises, enfin, les risques de dépression, etc. Et je trouve que c'est quasiment la décision la plus compliquée à prendre de dire qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, à tolérer pour passer, on va dire, la crise. Mais et ce que je constate comme vous, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les cas, on est dans une société où il y a une telle pression médiatique, notamment, qu'on a de moins en moins la capacité à supporter des difficultés pour notre propre société. Vous imaginez, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a 30 ans, 50 ans, la nation avait la capacité à encaisser beaucoup plus les chocs, à faire preuve de davantage de résilience. Aujourd'hui, je pense qu'on a perdu une part de cette résilience-là. Et j'allais dire, d'une certaine manière, c'est parfois aussi bien parce que ça nous
ça nous met à un haut niveau d'exigence pour éviter un nombre de décès trop important. Mais effectivement, il faut qu'on fasse attention que les mesures qu'on prend n'entraînent pas davantage de dommages que ceux dont on se protège. Je sais pas si... Je voulais changer de sujet. Tout à l'heure, vous parliez des déplacements et des voies cyclables et des vélos. Je vais au travail en vélo. Et je voudrais juste vous alerter sur un point, c'est que les voies cyclables qui sont faites, en fait, elles font en sorte que ça soit plus long de se déplacer sur ces voies cyclables que de prendre la route qui est plus dangereuse, mais au moins qui est plus courte. Si vous pouviez intégrer le fait qu'en vélo, c'est encore plus important d'aller directement et le plus court possible entre son lieu de départ et son lieu d'arrivée. Et à la limite, en voiture, on peut passer 2 minutes de plus en voiture. En vélo, ce n'est pas 2 minutes qu'on va passer, c'est un quart d'heure, même s'il est électrique. Donc, je vois, il y a des pistes cyclables qui sont un peu partout, mais elles ne sont jamais directes, en fait. Donc, si vous pouviez juste intégrer cet élément-là, je pense que ce serait pas mal pour favoriser et faire en sorte que les gens accèdent plus au vélo plutôt que de prendre leur voiture. Ouais. C'était une remarque. Daniel ? On peut dire aussi qu'on est au début de l'installation de ces pistes cyclables et que le jour où il y aura un maillage suffisant, je pense qu'on pourra trouver des raccourcis, si j'ose dire. Pour l'instant, c'est des pistes cyclables qui viennent rejoindre sur notre secteur, qui ont rejoint la voie verte, etc. Donc, celle qui fait Craponne jusqu'à Marcy, en passant par Grézieux, enfin celle qui fait Grézieux-Marcy, la piscine, etc. Ouais. Il vaut mieux prendre la route, la RD30. C'est vachement plus dangereux, mais c'est 2 fois plus court. Oui, alors ça tombe bien puisqu'on la connaît un peu, c'est l'intercommunalité effectivement qu'il a créée. En réalité, vous avez complètement raison, et c'est très important en vélo d'aller au plus direct. La difficulté, c'est qu'on n'a pas toujours la possibilité de passer au plus direct. Et quand on a le choix entre faire un peu plus long ou ne pas faire du tout, on a pris le parti dans un premier temps de faire, même si c'était un peu plus long, et de se réserver la possibilité de passer au plus court lorsqu'on maîtriserait le foncier nécessaire. Voilà. Mais c'est pas une volonté de passer au plus long. C'est vrai que pour les routes, pour les voitures, on a les tracés historiques qui fait que ça va tout droit. Quand on doit créer une voirie, pour le coup, là, on doit s'adapter un peu au territoire. Ouais. Et c'est vrai que l'autre point, c'est que pour les transports, le temps qu'on met est quand même l'élément qui favorise un mode ou un autre. Oui. Oui. Il y a le temps et la sécurité. Alors là, pour le coup, on est vachement en sécurité, mais alors du coup… Ouais, alors après, il y a la question de créer des pistes cyclables en bordure des routes à grande circulation. Ouais. L'expérience montre que ce n'est pas toujours d'une sécurité à toute épreuve. Donc là, pour le tracé que vous évoquez, effectivement, on a fait le choix de s'affranchir totalement de la départementale et de passer sur un site totalement propre et isolé, etc. Parfois, effectivement, il n'est pas au plus direct, mais encore une fois, on aurait eu des trous dans la raquette, entre guillemets, si on avait fait le choix à certains endroits de ne pas faire parce qu'on n'avait pas le passage. On a en tête des solutions pour aller plus direct et quand ce sera possible, en maîtrisant le foncier, on le fera. Voilà. Merci d'avoir pris mes questions. Avec plaisir, des questions très diverses. Alors, je vois qu'il y a pas mal de personnes, il y a plus de 30 personnes connectées. Alors, je suppose qu'il y a d'autres questions. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, on va dire, en texte, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Je vois que Agnès, je vois que le doigt d'Agnès se lève. Par contre, le micro est coupé. Il faut… Ton micro est toujours coupé. Ah. Alors, peut-être que je peux le faire de mon côté. Exact, voilà. Ça y est, ça marche. Oui, oui, pour penser… La caméra est coupée maintenant. Éventuellement. Ça ne fait rien. Oh, c'est pas grave. Voilà, il faut penser aux artisans, aux ouvriers qui circulent, aux ouvriers qui viennent, etc. Puis des gens, des livreurs, enfin, il y a des gens qui ne peuvent pas circuler en vélo aussi. Des personnes âgées ou des gens pour des tas de raisons, des parents qui viennent conduire leurs enfants à l'école. On ne peut pas non plus tout miser sur le vélo, quoi. Je crois qu'il faut aussi penser à tout le monde, quoi. Voilà. Ouais, non, c'est compliqué. C'est trouver le bon équilibre. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'essayer de décharger les voiries, notamment qui servent aux voitures, par d'autres solutions, de façon à ce que tout le monde puisse circuler.
Et puis, enfin, on le sent, hein, il y a un vrai besoin aussi de retour à l'exercice physique. Tout ce qui est autour des centres-bourgs, on s'aperçoit que les gens circulent beaucoup plus à pied, etc., de façon à ce qu'on limite les circulations dans les centres proprement dit. Et ça, c'est une belle avancée. C'est peut-être une avancée De la crise sanitaire. de la crise sanitaire. Donc, Ouais. il y a peut-être des points positifs. Les agriculteurs nous disent qu'ils n'ont jamais vu autant de monde dans la nature. Héros pour le pire. Et puis, dans la voirie, dans la route, il ne faut pas oublier aussi la priorité aussi à l'offre de transport collective. Parce que je vois que, par exemple, sur les lignes de Zex, le fait qu'elles soient en voirie dédiée pour pénétrer dans Lyon jusqu'à Gorgelou, c'est un avantage quand même énorme. Parce que même quand vous avez, on va dire, des embouteillages sur la route, vous pouvez être sûr que quand vous êtes dans le bus, vous arrivez globalement à l'heure. Donc, c'est un bel avantage, on va dire, pour l'offre de transport collectif. Donc, en tout cas, bien noté, Agnès, et on va voir aussi comment ça se passe dans la métropole. Je rappelle que la métropole va rentrer sur une politique de zone à faible émission qui font que certains types de véhicules vont être interdits. Donc, ça va être une certaine expérimentation pour voir à quel point c'est soutenable pour les Lyonnais, dont certains n'auront peut-être pas tous la capacité de se payer des véhicules électriques ou autres. Donc, notamment les entreprises. Et notamment les entreprises. Donc, comment, on va dire, à un horizon de 5-10 ans, on va dire, on peut accompagner cette transition-là. Si vous le voulez, j'aurais enchaîné sur les agriculteurs. Vous avez parlé des agriculteurs. Il y a une semaine, je crois, les agriculteurs étaient sur la place Bellecour et à Clermont-Ferrand aussi. Et dans les médias, ils ont relayé leurs soucis quant à leur rétribution juste de leur production, de leur travail. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui nous avez fait l'éloge il y a quelques mois en arrière de la loi Egalim? Alors, donc est-ce qu'on en est? Ouais, alors peut-être je peux commencer à une réponse nationale et puis ensuite peut-être Daniel pourra compléter. Donc effectivement, la loi Egalim, donc États généraux de l'alimentation, c'était une volonté en début de mandat de dire qu'il faut, dans la construction du prix, repartir du coût de production, on va dire, des denrées alimentaires et plus avoir des prix comme ça qui dépendent des cours mondiaux qui étaient parfois décorrélés des coûts de production, et il y avait parfois des agriculteurs qui devaient vendre à perte par rapport à ce que ça leur coûtait. Donc ça, je pense que ça a été une grande avancée quand même en début de quinquennat, parce que les agriculteurs, en fait, ils demandent juste de vivre de leur travail, et s'ils ne pouvaient plus avoir besoin de subventions, ce seraient les premiers heureux. Alors ensuite, une fois que vous avez posé la volonté législative, tout d'un coup, le monde ne devient pas plus rose pour autant, parce que ça serait magnifique si on pouvait transformer le monde avec la loi. Malheureusement, il ne suffit pas de le décréter à Paris pour que tout d'un coup, tout devienne plus rose. Et donc, on est dans une phase en ce moment où on évalue les avancées de la loi Egalim. Il y a des secteurs où, on va dire, il y a eu des avancées notables, notamment en interdisant la revente à perte, enfin sur plein de sujets. Et il y a d'autres secteurs où, clairement, le déséquilibre qui existe entre l'acheteur et le vendeur n'est pas tout à fait résolu, parce que quand vous êtes agriculteur, vous devez vendre votre production quoi qu'il arrive, et des fois, vous êtes un peu… moi, je me rappelle, j'ai un copain qui produit du lait, et il me dit, mon lait, je ne le vends pas, c'est quelqu'un qui vient me l'acheter. Et dans tous les cas, quand le tank est plein, je n'ai pas bien le choix de lui vendre ou pas. Et donc, notre objectif au niveau national, c'est essayer de rééquilibrer les relations commerciales, sachant que là, on va passer dans une phase un peu plus coercitive, puisque certaines filières ne jouent pas le jeu. Et donc, il y a beaucoup de contrôle en ce moment des services de l'État pour aller voir les acheteurs, et s'ils ne jouent pas le jeu, être en mesure de commencer à avoir une approche plus coercitive. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est que moi, je ne suis pas encore très satisfait de l'application de la loi Egalim, mais on a quand même enclenché quelque chose de positif, et aujourd'hui, il faut aller plus loin en étant un peu plus coercitif, et continuer à évaluer cette loi dans les années qui arrivent, et si nécessaire, on pourra encore, par la loi, être encore plus coercitif. Mais vous voyez, par la loi, par exemple, on ne peut pas se permettre de fixer le prix, puisque ça aboutira à des situations qui seraient pires qu'aujourd'hui. Donc, voilà, il faut qu'on trouve des solutions pragmatiques et réalisables.
Donc, on risque de revoir les agriculteurs dans les rues, je pense. Non, mais les agriculteurs, il n'y avait pas que ce. Il y a de nombreux sujets aujourd'hui sur la profession agricole, et notamment le premier des sujets, c'est la pression sociétale sur leur production par rapport aux pesticides, par rapport au bien-être animal, etc. Enfin, pour moi, sans vouloir me défausser sur les politiques publiques, quand je discute avec les agriculteurs, ils me disent aujourd'hui, quand je fais un peu d'épandage dans mon champ, les voisins viennent me jeter des cailloux. Un autre qui produit des poules dire quand il y a un projet, il y a énormément de riverains qui viennent à se plaindre. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive, c'est à réconcilier tout le monde, à la fois les producteurs, ceux qui allaient. Et je crois que la crise Covid, pour le coup aussi, si elle peut avoir un cas positif, c'est de se rendre compte que l'alimentation, c'est pas quelque chose d'acquis, mais c'est quelque chose qui se construit. On doit beaucoup à nos agriculteurs. En plus de ça, vous avez la réforme de la PAC qui est en cours, vous avez les changements climatiques qui sont importants. Et là encore, le territoire fait beaucoup de choses, notamment en matière d'irrigation. Et donc, l'agriculture, elle est en pleine mutation, on doit l'accompagner. Elle a encore des moments, on va dire, difficiles, dont en permanence évoluer, mais en tout cas, j'espère qu'il y a, je crois savoir qu'il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. Oui, c'est un sujet que je connais bien, étant agriculteur à la retraite. Je reste bien sûr très, très intéressé par toutes ces questions. Je crois que, enfin, comme tu l'as dit Thomas, le problème des agriculteurs, c'est de ne pas connaître le prix et de ne pas connaître le prix de vente sur une durée assez longue, donc ça ne permet pas de prévoir des investissements, etc. C'est quand même assez rare comme situation. Hein. Dans n'importe quelle autre activité, c'est le vendeur qui fait le prix de son article, alors que là, c'est le contraire, c'est l'acheteur qui fait le prix. Donc, c'est un vrai problème. Je crois aussi qu'il y a un déséquilibre qui existe depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'en matière d'acheteurs, ils se sont tous regroupés à travers des centrales d'achat, donc il y a très peu d'acheteurs. Et par contre, la loi interdit aux agriculteurs de se regrouper pour faire des prix fixes, en quelque sorte, sur certains produits. Et je trouve qu'il faudrait rééquilibrer tout ça de façon à ce que les agriculteurs puissent discuter à armes égales avec les acheteurs, parce que si effectivement il y a une partie de la production qui fixe son prix, l'ensemble des distributeurs ont besoin de cette production, donc ils sont obligés de passer par ce prix. Mais tant que les producteurs sont divisés, ils vont voir celui d'à côté en disant j'achète moins cher chez ton copain, donc vends-moi encore moins cher. Et donc, cette discussion, pour l'instant, la loi ne la résout pas. Et il faudra que, dans une étape suivante, arriver à rééquilibrer cette question de discussion commerciale. Sachant que les pouvoirs publics sont très mobilisés pour la question agricole depuis toujours, que ce soit au niveau national, européen, c'est quand même le budget de l'Union européenne aujourd'hui. Mais il y a aussi quelque chose qui relève de la responsabilité des agriculteurs, notamment sur le fait d'avoir de telles démarches collectives. Donc, c'est une responsabilité partagée d'avancer ensemble pour essayer d'améliorer la condition de agriculteurs. Alors, je crois je vois beaucoup de doigts qui se lèvent. Alors, qui souhaite je vois le doigt de Christian qui se lève après Michel. Juste, Daniel, est-ce que tu peux nous repréciser pourquoi on est arrivé là par rapport aux relations économiques entre le producteur et le fournisseur au niveau de l'agriculture? Est-ce que tu peux nous redonner des grandes lignes? Pourquoi on est arrivé à cette situation-là qui est quand même assez inversée par rapport au commerce, selon toi? Moi, je pense qu'on n'a pas prêté attention à la force que prenait au fil des années la distribution et à l'organisation qu'elle a trouvée, parce qu'elle s'est concentrée. Elle a bien su s'organiser. Et donc, en face de ça, la loi a toujours donné tort à ceux qui s'entendaient sur des prix de vente. Et de ce fait-là, les agriculteurs ont énormément de mal à s'organiser là-dessus. Donc, voilà, il y a peut-être quand même quelque chose à voir en matière de réglementation. Ouais, voilà. Bon, je vois d'autres mains qui se lèvent. Alors, je vois la main de Michel qui se lève. Merci Thomas. Oui, je voulais revenir sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, le côté social. Donc, si tu veux te présenter, Michel, peut-être tout le monde ne te connaît pas. Pardon? Si tu veux te présenter éventuellement. Michel Simon, à Messimir, ancien maire aussi, et proche du monde agricole par ma jeunesse. Oui, tu as évoqué tout à l'heure le côté social.
Et je crois que c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, les agriculteurs sont un peu souvent considérés comme les mal-aimés. Ce sont les pollueurs, ce sont ceux qui font de la malbouffe, etc. Ce qui est absolument choquant quand on connaît vraiment les choses de près. Moi, le point sur lequel je voudrais insister, c'est pourquoi est-ce que dans la communication, il n'y a pas plus d'importance qui est donnée aux scientifiques. Quand on parle d'OGM, qu'on parle de glyphosate, de pesticides d'une façon générale, on entend toujours ceux qui sont là pour protester, pour râler, etc. Combien de fois on a entendu de l'Académie des sciences? Combien de fois on a entendu de l'Académie de médecine? Jamais. Alors qu'en fait, on sait très bien que le problème des pesticides, il n'existe pas lorsqu'il s'agit d'agriculture raisonnée, lorsque c'est convenablement utilisé, il n'y a pas de problème. Et la faculté de médecine est tout à fait claire là-dessus. On met à plat on met en grande difficulté une corporation pour un faux problème, simplement pour satisfaire des gens qui sont là pour protester en permanence. Il y a vraiment un problème d'information et d'appréhension du problème. Moi, j'ai été très choqué quand le président Macron a dit « nous, on va laver plus blanc que blanc et on va interdire encore plus tôt que les autres ». Donc, il y a un problème d'information de la population parce que l'agriculture raisonnée, c'est une bonne agriculture qui donne une bonne alimentation et il n'y a pas de raison que ce soit des mal-aimés. Alors, juste pour trois niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est qu'effectivement, sur la position qu'on a eue sur la glyphosate, moi, je ne la partageais pas, puisqu'on a dit pendant la campagne qu'on ne devait pas aller plus loin que ce qu'imposait l'Union européenne sur l'agriculture, pour pas que. Et effectivement, sur le glyphosate, la France a voulu aller plus loin et plus vite, plus rapidement. Et je pense sans raison technique, sans raison scientifique. Ouais. Et j'arrive sur la science. Et je pense que ça, on doit absolument se l'interdire. Voilà. Et par contre, être exigeant, effectivement, au niveau de l'agro-environnement, on va dire, au niveau européen. Le deuxième sujet sur la communication, là aussi, je pense que c'est quelque chose qui est partagé entre les pouvoirs publics et le secteur agricole. C'est aussi au monde agricole d'être présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les différents vecteurs de communication. Et localement, il y a vraiment des belles initiatives. Par exemple, il y a une association là, qui est créée, Semons l'avenir, qui vise à faire du débat public avec les gens, etc. Et les jeunes agriculteurs, ils font aussi pas mal de trucs. Et donc, les agriculteurs comme professionnels ont une responsabilité pour valoriser leur filière. Et je trouve qu'ils font plutôt des belles choses ces dernières années. Et enfin, sur le dernier sujet, à mon avis, qui est le sujet encore plus fondamental et important et qui concerne bien au-delà de l'agriculture, tu disais la place de la science, on va dire, dans la vérité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, une information se propage pas davantage qu'elle est vraie. Enfin, je ne sais pas si je parle bien français. C'est pas l'exactitude ou la vérité scientifique qui fait qu'une information se propage, c'est plutôt l'émotion qu'elle génère. Et donc, quand tu dis glyphosate cancer, le truc va être partagé, ça provoque une émotion dans celui qui la lit, et donc tout de suite, il partage le truc sur les réseaux sociaux, et ça prend des proportions considérables, alors que si tu essayes d'expliquer, et ça demande un peu plus de temps, le glyphosate, qu'est-ce que c'est, quel impact ça a, le truc fait un bide. Il n'y a aucune personne qui est intéressée à partager ce truc-là. Et donc, je trouve qu'on a un vrai sujet de fond sur la manière dont on traite la vérité dans le traitement de l'information. Et ça concerne le glyphosate, tous les sujets, la bientraitance animale, si on parle toujours de l'agriculture, l'énergie nucléaire, pour moi aussi, je sais que Michel, tu es beaucoup sur ces sujets, je trouve qu'il y a beaucoup de choses parfois fautes qui sont… Donc voilà, vraiment, il faut qu'on réfléchisse ensemble, je n'ai pas vraiment de solution sur comment faire ensemble que l'information qui se diffuse se fasse davantage sur des bases solides et pas sur des choses qui génèrent de l'émotion, qui sont dites par n'importe qui, enfin n'importe quelle personne qu'on peut trouver au coin de la rue. Si tu m'accordes encore 30 secondes, juste un exemple pour tous ceux qui sont là ce soir. Sur la question des OGM, on en arrive maintenant à en faire un argument de marketing. 107 prix Nobel, c'est pas n'importe quoi. Ils ont écrit une lettre commune au président de la République, au patron de l'ONU, etc., enfin, à l'ensemble des responsables mondiaux pour confirmer ce que les académies de médecine ont déjà dit, les OGM correctement faits ne posent pas de problème de santé. Par contre, se priver des OGM, c'est condamner des populations entières à ne pas avoir de quoi manger.
en se privant des OGM, on diminue la capacité de pays en voie de développement à se nourrir. Qui a entendu parler de cette lettre? Elle n'a jamais été reprise. Alors, je vois Guy qui n'est pas d'accord, mais vous êtes sans doute aussi prix Nobel. Je crois que sans cette prix Nobel, ça demande quelque attention, ça demande peut-être d'y réfléchir avant de dire non. En tout cas, il y a des débats dans la vie, et moi, je ne suis pas non plus à dire que la science a toujours raison. Parce que si on n'écoutait que la science, on pourrait prendre des décisions tout à fait, parfois un peu arbitraires pour notre société, si on raisonnait que de manière scientifique. Mais c'est vrai, enfin, c'est le rôle du politique, à mon sens, de devoir trancher des grands débats en écoutant les scientifiques et en écoutant également les aspirations sociétales, parfois de la société, qui ne peuvent… voilà, je te voyais lever les yeux en l'air quand tu me disais la science. Par exemple, si on disait la science, elle dit fumer et boire l'alcool tue. Donc la décision politique devrait être de dire on interdit la cigarette et l'alcool. Sauf qu'en fait, dans l'ordre social, on se dit ok, bah, fumer et boire l'alcool tue, mais on considère que la demande sociétale, il y a des gens qui veulent fumer et boire de l'alcool, et donc on considère que c'est quelque chose qui est jouable. Et donc, même si les scientifiques nous alertent sur le nombre de cancers, etc., on considère que on va quand même laisser autoriser cette chose-là pour pas non plus trop emmerder les Français, comme disait l'autre. Je ne sais pas ce que tu voulais rajouter, Daniel, éventuellement. Là. Sur le glyphosate. Ok. Michel, je ne sais pas si c'est bon pour toi. Oh, on pourrait tu aurais tellement de sujets. Je voudrais juste ajouter… systématiquement la science, oui. L'ignorer délibérément, ça, c'est capable. Je voudrais juste rappeler que les citoyens de notre belle région qui aiment la nature, qui l'apprécient et qui sont, on va dire, les urbains, ont une responsabilité personnelle en choisissant d'acheter des produits aux agriculteurs de notre région. Voilà. C'est ça qui doit aider aussi nos agriculteurs à s'en sortir, puisqu'effectivement, il y a une difficulté économique majeure de notre monde agricole. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a deux cartes pour changer le monde. Il y a la carte électorale et la carte bancaire. Parce que la carte électorale, effectivement, ça permet de choisir des gens qui vont essayer de faire au mieux quand ils vont être élus, au niveau local et au niveau national. Et au travers de la manière aussi dont on se comporte comme acheteur, on peut totalement avoir un pouvoir énorme. Et donc, il faut responsabiliser aussi chaque citoyen dans ses actions du quotidien. Alors, je vois qu'il est 20h dépassé. Alors, on peut peut-être encore prendre une question s'il y en a une. Ou est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir? Enfin, je ne veux pas vous mettre la pression. Enfin, je vois que dans les commentaires, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas envie de manger des OGM, même si les prix Nobel ont dit que c'était pas grave. Comme quoi, la controverse existe toujours. Est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir ou pas? Bon, ça y est, j'ai mis la pression à tout le monde pour dire que c'était 20h et que c'était terminé. Et dans la salle, pareil, personne ne souhaite… Bon, ben… Non, c'est bon. Merci beaucoup en tout cas pour ce temps d'échange. En tout cas, c'est bien qu'on arrive à se tenir dans une heure parce qu'effectivement, ça pourrait durer toute la soirée si on le souhaitait. Merci à toutes les personnes qui ont participé assidûment à la réunion jusqu'à 20h. Je vois que vous êtes encore plus d'une trentaine de connectés. Et puis, merci à tous les élus de Vaugneray pour leur accueil, on va dire, dans la commune aujourd'hui. Et puis, Daniel, si ça te convient, je te laisse le mot de la fin. Oui, tout simplement, je tiens à te remercier pour cette initiative. Comme je disais au début, on voit que ça permet d'établir un contact avec les habitants de nos secteurs. C'est vrai que le nombre de sujets est illimité. Je pense qu'on pourrait… mais comme tu te déplaces de commune en commune, j'imagine que les sujets peuvent être alimentés et abordés dans des lieux différents. Et donc, ça laisse à chacun la possibilité d'accéder. Donc, merci pour cette initiative. Et puis, bonne soirée à tous. Et donc, pour ceux qui le souhaitent, jeudi prochain, je me tourne vers Fabienne. Nous serons à Sainte-Foy-l'Argentière. Donc, de la même manière, d'ailleurs, le préfet sera avec nous pour la journée. Et donc, les fidésiens en particulier peuvent se connecter. Mais bien entendu, tous ceux qui le souhaitent, en particulier la circonscription, peuvent également se connecter à 19h si vous souhaitez poursuivre les échanges par voie numérique. Voilà, bonne soirée à tous. Merci. Et je vous